Catel Guizien, directrice du LECOB. Et aujourd'hui, je vais vous parler des environnements benthiques. Le LECOB, c'est le laboratoire d'éco-géochimie des environnements benthiques. C'est une équipe pluridisciplinaire de chercheurs en biologie, en chimie, physique, biochimie, et qui vont s'intéresser au fonctionnement des écosystèmes marins, à différentes échelles spatiales, et à différentes échelles d'organisation, de l'organisme à l'ensemble d'espèces dans une communauté, et ceci à des échelles locales à régionales. On observe souvent des relations entre la biodiversité marine et l'environnement marin, et pour comprendre l'existence de ces relations, on a besoin d'étudier des mécanismes de l'échelle de l'individu à l'ensemble d'organismes dans une population ou les interactions entre espèces dans une communauté. On a choisi de ne pas s'intéresser aux poissons, mais à d'autres organismes qui vivent sur le fond de l'océan et qu'on appelle les organismes benthiques. Au stade adulte, ils sont liés à leur environnement, où ils sont fixés ou enfouis dans les sédiments, mais comme tous les animaux marins, au moment de leur reproduction, ils lâchent des larves dans l'océan, où elles vont être dispersées. Suivant les espèces, les larves n'ont pas toutes la même forme. Certaines sont rondes, d'autres sont allongées, et les conséquences de ces différences morphologiques vont les amener à des endroits différents, même s'ils viennent du même endroit de départ. Chez les gorgones, on a étudié 3 espèces. On a trouvé des larves toutes petites qui ne nageaient pas du tout, des larves de taille moyenne qui nageaient presque tout le temps, et des très grosses larves qui ne nageaient que la moitié du temps. Ces différences morphologiques et d'activité vont conduire les larves à être dispersées sur des distances différentes, et éventuellement arriver à un habitat où il y aura déjà une population dans laquelle elles vont s'insérer. C'est ce que l'on appelle la connectivité. Cette connectivité, on l'étudie au laboratoire de 2 façons. Une première façon, c'est en simulant les trajectoires des larves dans des modèles mathématiques où on prend en compte les courants et les informations de comportement que l'on a documentées avec des expériences. La deuxième façon, c'est d'observer sur le terrain les flux de gènes entre ces populations. Et ces observations réelles nous permettent de valider ces modèles théoriques. En Antarctique, on a une situation qui est très particulière parce qu'on a un continent qui est très vaste avec beaucoup de populations autour de ce continent et ce continent est isolé des autres océans par un grand courant qui s'appelle le courant circumpolaire. À la fois, il limite les échanges thermiques avec les océans qui sont plus au nord, mais aussi il empêche le passage de larves, à la fois du nord, donc plus chaud, vers le sud, plus froid, avec l'Antarctique, et les larves qui pourraient aller dans l'autre sens aussi ne peuvent pas passer. Donc, dans l'ensemble, on prédit que les populations antarctiques sont des populations qui sont isolées. Donc on a étudié cela, et puis on a échantillonné et étudié la génétique de populations qui se retrouvent autour du continent antarctique. C'est particulièrement important parce qu'en fait, ça fait des millions d'années que les espèces antarctiques ont une température qui est vraiment très stable dans le temps. Alors on a des variations saisonnières, mais ces variations saisonnières, elles sont de l'ordre de 2 degrés Celsius au maximum entre l'hiver austral et l'été austral. Là où c'est important, cette connectivité, c'est que, par exemple, sur la péninsule antarctique, on va avoir des températures légèrement plus élevées que sur le reste du continent. Il y a donc possibilité qu'il y ait des larves qui viennent de populations qui sont exposées à des variations un peu plus importantes. Or, dans le contexte actuel de réchauffement global, la petite variation qu'on risque de voir se mettre en place, même dans les années à venir, dans le siècle à venir, pourrait être suffisante pour sérieusement perturber les populations antarctiques. Donc s'il y en a certaines qui sont exposées, qui ont déjà évolué à des températures plus importantes, alors on se dit qu'il y a une possibilité de survie de ces espèces. Si au contraire, il n'y a pas de capacité à s'adapter, donc il y a un gros problème en Antarctique, parce que les larves ne peuvent pas venir d'ailleurs pour coloniser ce milieu. Le second milieu extrême que j'étudie, ce sont les sources hydrothermales profondes. Ce sont des environnements très particuliers qu'on ne trouve généralement que sur le ride océanique ou les bassins arrière-arc. Et ces sources hydrothermales, elles hébergent une faune tout à fait unique. Et on ne la trouve qu'à ces endroits-là. C'est-à-dire qu'une espèce hydrothermale ne peut pas coloniser le milieu profond de façon générale. On se retrouve avec des populations qui sont isolées et encore une fois, le moyen pour ces populations d'échanger du matériel génétique, c'est par l'intermédiaire de larves. Alors, le milieu profond est un peu plus difficile à étudier. Du coup, l'approche génétique est essentielle. On va comparer des larves ou des adultes qui sont à un endroit
et regarder leur patrimoine génétique et regarder des marqueurs génétiques qui pourront nous dire si ces larves viennent de plus ou moins grande distance. Un de nos buts, ce sera d'identifier si certaines zones se comportent comme des sources de larves et donc envoient beaucoup de larves vers d'autres sites hydrothermaux. Donc ce sont des sites qu'il faudrait éviter d'affecter à tout prix. Alors que d'autres sites seraient plutôt des puits, c'est-à-dire que les animaux qu'on y trouve, ce sont simplement des larves qui ont été amenées par les courants, qui se sont installées ici, mais qui ne contribuent pas dans l'ensemble au maintien de l'intégrité génétique de l'espèce. Les sources hydrothermales sont non seulement des lieux où on trouve des espèces extraordinaires, mais ce sont aussi des dépôts minéraux assez importants. Et les compagnies minières ont déjà commencé à s'intéresser à l'exploitation des ressources que représentent les accumulations de minéraux qu'on trouve au niveau des sources hydrothermales. Or, on connaît vraiment très peu de choses sur l'impact que pourrait avoir une exploitation minière en local. L'idée est quand même d'éliminer une source hydrothermale localement. Et en éliminant cette source hydrothermale, bien sûr, on va éliminer toute la faune qui y va avec. L'espoir dans cette histoire est que les larves, justement, venant d'autres sources hydrothermales, permettent une recolonisation de la source une fois que l'exploitation sera finie. On a cependant très peu de données à ce jour qui permettent de nous dire ça. Donc il y a de très grandes lacunes de connaissances et c'est aussi ce que l'on étudie. La notion de connectivité change la façon dont on envisage la conservation des écosystèmes marins et nous oblige maintenant à intégrer une notion de solidarité écologique pour planifier l'utilisation de l'environnement marin. Nos travaux visent donc à tester des concepts écologiques en appui aux politiques publiques de conservation des océans. La conservation des océans est depuis 2017 devenue un des objectifs de développement durable de l'ONU. Et à ce titre, les scientifiques ont tout leur rôle à jouer.